Ok, alors du coup, j'ai juste enregistré et aller brancher mon thème. Ok, du coup, j'espère que je ne vais pas te prendre trop de temps. On va juste rapidement commencer par me présenter. Du coup, je m'appelle Lucas Marten. Je suis en deuxième année à Sciences Po à Aix-en-Provence. Et avant, j'avais fait de l'histoire à la fac. Et du coup, sur un sujet qui est le vote et surtout le non-vote, on est 4 et on bosse sur ça parce que c'est un sujet qui m'intéresse moi personnellement. Et voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai pensé à faire des entretiens. Enfin, j'ai pensé, on est un peu obligé de faire des entretiens. Je me suis, voilà, j'ai pensé à toi parce que je te suis un peu sur Twitter et du coup, voilà, ça court pas forcément les rues des gens qui sont pas, qui sont opposés au principe d'élection, on va dire. Du coup, si ça ne dérange pas, on va commencer. Donc, je vais poser une première question qui est assez rapide. Est-ce que tu peux, dans la mesure du possible, te présenter, c'est-à-dire voilà, ce que tu veux dévoiler, entre guillemets, ce que tu fais dans la vie, tout ça. Ouais. Moi, je vais avoir 28 ans là en janvier. Je travaille dans la métallurgie, dans une usine contre 8. Mhm, Je suis en intérim. Euh, je suis à Nord, du coup, tu es au courant, quoi. mhm, J'habite dans une ville, dans un village en périphérie d'une ville moyenne. ouais, J'habite à 40 minutes de mon taf, donc je fais le trajet en voiture. ouais. Voilà. Donc, sociologiquement, je suis ce qui est très à la mode aujourd'hui, là, qu'on appelle la France périphérique prolétaire, là, des Gilets jaunes, en Mhm, gros, quoi. Après, le fait d'un certain héritage de ma famille culturelle historique, ça fait que j'ai pas, on va dire que j'ai un bagage culturel, politique, on peut le qualifier peut-être de pas habituel pour quelqu'un de ma sociologie, quoi, mais voilà, quoi. mhm. Et au niveau, par exemple, si tu en as fait des études, Ouais, à quel niveau? j'ai fait un bac L. Ok. Et après, j'étais en fac, j'ai fait une licence d'espagnol, de fac de langue. Mhm, Mais j'ai pas eu ma licence. Donc en fait, j'ai validé que les 2 premières années. La troisième, je l'ai pas eu. Donc ok. en fait, j'ai pas de diplôme pour le bac, en fait. Bon, je comprends. Enfin, même si 2 années de licence, ça équivaut, je crois, à un DUG, mais je sais plus si ça compte beaucoup. Non, ils te comptent pas, parce que je travaillais aussi à la SNCF et tout avant, et ils te comptent pas ça comme un DUG, ni un bac plus 2, ni rien. Ils te comptent ça, tu n'as que le bac, quoi. Ils comptent que comme si tu que le bac. D'accord, je comprends, je comprends. Ok, Donc gentil. j'ai aussi travaillé, j'étais cheminot aussi avant. J'étais Ouais, aiguilleur à la SNCF. ok, ok. Eh ben, parfait. Et du coup, maintenant, est-ce que tu pourrais me donner ton avis sur le vote en tant que tel, en tant que système, en tant que moyen de participation citoyenne? Qu'est-ce que c'est ton avis? Enfin, est-ce que tu penses que, par exemple, le vote a une utilité dans le système actuel? Et s'il y a une utilité, à qui elle vient, quoi, cette utilité? Alors, moi, je suis pas du tout contre le vote par principe Oui, non, conceptuel, hein, mais mais c'est dans la société actuelle, ouais, dans la société actuelle, je considère que le vote, c'est une farce, puisque l'opinion est fabriquée par les médias. mhm, Les études le prouvent, hein, que c'est les candidats qui sont le plus médiatisés pour qui les gens votent le plus. Donc l'opinion est totalement fabriquée. On l'a vu en 2017 avec Macron, là on le voit encore avec Zemmour. Les intentions de vote, ça va vers les candidats qui sont le plus médiatisés. mhm. Mais les médias appartiennent à des milliardaires, donc déjà c'est biaisé, c'est orienté par une classe, c'est entre les mains d'une classe et ça Ouais, va servir les intérêts de cette même classe. Donc pour moi c'est une farce, c'est une farce, c'est un théâtre, quoi. ouais. Ouais, c'est. Je pense que par les élections, c'est pour nous dire ah ben voilà, c'est vous qui avez choisi, mais on sait très bien que par les élections, on sait très bien qu'on ne pourra jamais rien changer fondamentalement, quoi. Hmm. Actuellement, ça sera toujours quelqu'un validé par les gens qui détiennent les médias, donc qui sert les intérêts de cette classe qui tient les médias, donc c'est la classe capitaliste. Ouais, ouais, donc Objectivement, voilà. une, Donc j'ai jamais voté à aucune élection, ni ok, régionale, ni européenne, ni présidentielle, ni aucune, ok. ni la mairie, ni aucune. Mhm. Euh,
Mes grands-parents n'ont jamais voté à aucune élection de leur vie. Ah mince. Ma tante, elle n'a jamais voté de sa vie. Mon oncle, il n'a jamais voté de sa vie. Mhm. Euh, Mes parents, ils ont voté. Bon, mon père, il votait socialiste avant, et Mélenchon, il a voté en 2012 et 2017 Mélenchon. Mhm. Ma mère, elle a toujours voté blanc ou elle s'est abstenue. Elle a voté Mélenchon en 2017. Ouais. Mais et là, je sais qu'elle va s'abstenir. Mon père, soit il va s'abstenir, soit il va voter Mélenchon. Et, mais mon entourage, c'est des abstentionnistes surtout, et des gens qui ne Ouais. croient pas aux élections. Ouais. Voilà. Ok, donc c'est oui, parce que est-ce que là tu m'as dit, parce que j'ai fait aussi un autre entretien, donc c'était mercredi avec un gars qui est aussi sur Twitter que tu connais peut-être, c'est Anal Génocide. Ouais, ouais, je vois que Et il avait à peu près cette même, enfin on pensait la même chose sur le fait que les élections dans le système actuel permettent uniquement de faire gagner, on va dire, la classe bourgeoise. Et il y avait aussi cette idée que l'offre politique était peut-être devenue tellement médiocre que ça valait pas le coup d'aller voter. Par exemple, si moi aujourd'hui je veux sortir de l'Europe, est-ce que j'ai vraiment un intérêt à aller voter, sachant que à part à l'extrême droite, enfin, hein, les candidats étiquetés extrême droite qui feront 1 ou 2%, personne ne propose de sortir de l'Union européenne. Donc à ce moment-là, est-ce que moi j'aurais un intérêt à aller voter? Est-ce que tu penses aussi ouais, voilà, que ouais, ça peut il y a peser, quoi? Kuzmanovic, enfin, il y a le mec Bien de sûr. République souveraine. Oui, oui, oui. Mais c'est pareil. C'est encore plus. C'est tellement pas une vraie démocratie que le mec, il s'est même pas encore présenté, on sait qu'il gagnera jamais, en fait. C'est ça. Si on était dans une vraie démocratie, on pourrait pas se dire, on pourrait pas savoir à l'avance qui va gagner, qui va faire Mm. 1%. Donc là, on sait que le mec, il passera jamais à la télé. On sait que les gens, en général, savent pas qui c'est ce mec. Mm. Donc voilà, je te dis, les gens ne savent pas qui c'est Fabien Roussel. Enfin, à part la sphère militante, mais les gens de Ah tous les oui, bien jours, tu sûr. leur demandes qui c'est Fabien Roussel, ils savent pas. Qui c'est Kuzmanovic, ils savent pas. Qui c'est Anas Kazib, ils savent pas. Et encore, lui, il est médiatisé pour faire le clown sur Mm. TPMP vite fait. En général, les gens ne savent pas. Nathalie Arthaud, ils savent pas. Tu vois, Ouais, ouais. donc, c'est rigolo, quoi. C'est de la farce. Mm. Et est-ce que même la majorité des gens, en plus de ne pas connaître ces candidats, comment dire, ils connaissent pas un peu l'enjeu des thèmes qu'ils abordent? Il y a peut-être une grande majorité des gens qui est du coup dépolitisée et qui, en fait, on leur propose une élection, mais ils n'auraient pas les moyens, on va dire, culturels, de pouvoir faire un choix qui irait dans leur sens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que les gens, ils sont pas cons, hein, même Mm. s'ils sont, on va dire qu'ils n'ont pas une culture politique, historique, et qu'ils font des fautes d'orthographe comme ils écrivent. Je pense ils votent quand même dans le sens de leur intérêt. La preuve, c'est que on a une division de classe en France Ouais. du vote. La carte les cartes électorales le montrent clairement, hein, et on voit que il y a le vote en France est divisé Mm. socialement, hein. Il y a un bloc bourgeois, il y a un bloc prolétaire. Le bloc prolétaire, il est entre l'abstention et le Front National. Ouais. Alors, si les prolétaires votent pour le Front National, on va dire, ouais, mais ils votent contre leurs intérêts. Mais est-ce qu'ils votent vraiment contre leurs intérêts? Alors, d'un côté, oui, parce que le Compliqué, Front ouais. National, c'est pas l'intérêt du prolétariat. Mais, si tu veux, le vote Front National prolétaire, c'est une traduction de la déception que le prolétariat a eu à cause du mandat de Mitterrand, en fait. Mhm. Parce qu'avant, le prolétariat votait communiste ou socialo. Bien sûr. Et le mandat de Mitterrand a déçu tellement de gens que les gens, c'est soit l'abstention, soit le Front National. Et le Front Mm. National, il se présente comme eurosceptique. Des fois, il fait du néo-keynésianisme Ouais, ou ouais. défend l'intervention de l'État dans l'économie, contre les délocalisations. Et puis, on voit donc les cartes électorales que c'est les régions ouvrières, les anciens chômeurs, les anciens électeurs communistes, Bien souvent, qui sûr. votent Front National. Donc, c'est un vote de classe, Front Ouais, ouais. National, même si je pense que le Front National ne défend pas l'intérêt de la classe prolétaire, mais Mm. c'est un vote contestataire Bien sûr. pour montrer qu'ils donc ils ont un instinct de classe. Ils savent que c'est pas Macron qui va défendre leurs intérêts. Tu vois. Bien sûr. Ok. C'est juste du mal traduit. Et parce que du coup, ouais, tu dis que c'est un vote contestataire, mais j'avais aussi cette idée que, on en a parlé avec Anna Génocide, c'est que finalement, ce qui serait le plus contestataire, ce serait de sortir complètement du jeu, parce qu'il me disait que même s'il pouvait peut-être trouver des tout petits candidats, comme par exemple Kuzmanovic, qui pourraient vraiment être intéressants, en fait, il n'y a quand même pas un intérêt à voter pour lui, parce qu'en votant pour lui, on participe au jeu d'élection, et du coup, on légitime celui qui Ouais. gagne à la fin, donc forcément le bourgeois. Donc finalement, mieux valait ne pas voter pour que bah, à la fin, le gagnant soit délégitimé, en fait, et qu'il n'y ait que 30% de la population qui ait voté pour lui. Est-ce que tu penses aussi que c'est mieux, entre guillemets? Alors, je suis d'accord avec ce raisonnement, mais moi, je rajouterais en plus que
que moi, en plus, il y a d'autres raisons pour lesquelles je voterai ni Kuzmanovic, ni Roussel, ni même Nathalie Arthaud, ni personne. C'est que, alors de un, voilà, cette raison que tu as donnée, que ça va légitimer le bourgeois dans le sens où bah, tu as voté, c'est la loi de la majorité. Donc, comme toi, tu participes au jeu, tu fermes ta gueule. Souvent, on dit, ouais, c'est comme pas. On entend des abrutis qui disent, souvent des macronistes, qui disent, ouais, c'est Macron qui a gagné, c'est les abstentionnistes, ils ont rien à dire, enfin, blabla. Bah non, c'est l'inverse. En fait, non, c'est pas des macronistes qui disent ça, justement, c'est des gens qui n'ont pas voté Macron qui disent ça. Ouais, les abstentionnistes, ils ont rien à... Bah si, connard, c'est toi qui as rien à dire. T'as voté, t'as validé le jeu, t'es obligé de valider les règles. Donc c'est qui les règles? C'est Macron qui a gagné, donc t'as voté, tu fermes ta gueule, t'acceptes les règles. Moi, j'ai pas voté parce que je refuse le jeu. Donc, c'est moi qui ai la légitimité de dire que je reconnais pas Macron et j'ai le droit de sortir dans la rue parce que j'ai pas participé à cette force. Bien sûr. Donc je joue pas au jeu, j'ai le droit de contester les règles. Donc il y a ça, mais il y a en plus le fait que même si Kuzmanovic il gagnait, ce qui n'arrivera jamais. Bien sûr. Mais même s'il gagnait, parce qu'à l'époque, les gens qui aujourd'hui sont tentés par un Kuzma ou par un Roussel, c'est tous les électeurs qui auraient voté Mitterrand en 80. C'est le même électorat. Hein. Les gens qui votaient Marseille et tout, ils ont tous voté Mitterrand en 81, ils ont cru, programme commun de la gauche et tout, et ils se sont fait baiser. Et c'est pour ça que moi, même si Kuzmanovic, je ne crois pas. Pas parce qu'il est méchant, mais ou parce que volontairement il veut trahir, mais parce que lui, il accepte les jeux du parlementarisme bourgeois et de la démocratie bourgeoise, de ce système de la démocratie représentative. Donc, il accepte donc les institutions de la République. Et pour moi, c'est impossible de changer quoi que ce soit dans le cadre des institutions de la République. On a vu Mitterrand, tu peux rien faire. On a vu Mitterrand, il a pas pu. Il s'est pris une guerre des riches qui ont fait de l'évasion de capitaux, qui ont tout fait pour déstabiliser l'économie française, ce qui l'a poussé à faire le tournant de la rigueur. On voit au Venezuela, pareil, la gauche qui accepte les institutions et la démocratie bourgeoise, Chavez, et le PCUV, maintenant Maduro, qui accepte ce jeu-là. Eh ben, c'est pareil, ils se prennent un boycott des riches, c'est-à-dire qu'ils vont bloquer les entrepôts alimentaires et pharmaceutiques pour faire des pénuries, et vont faire une guerre indirecte, une guerre économique, les riches de la classe bourgeoise, et ils sont gagnants à la fin. Parce que comme tu acceptes leur jeu, donc tu ne supprimes pas les classes, tu acceptes tout ce jeu-là, tu acceptes que cette classe continue d'exister et continue à avoir ses pouvoirs, et ben à la fin, tu ne peux pas réformer le pays. Et même si tu arrives à réformer un tout petit peu, ce que la gauche a réussi à faire parfois, de quelques petites réformes, pas mal pour-ci par-là, après, tu as un mandat où la droite passe, elle t'enlève tes réformes. Ouais. Tout ce qu'on a eu avec le CNR, ils sont en train de l'enlever. Tout ce qu'on avait obtenu, ils sont en train de l'enlever. Donc, pour moi, c'est pas une alternative. Le vote, à la fin, ça va créer de la déception parce que ceux qui arrivent au pouvoir, ils ne peuvent pas appliquer leur programme. Le seul moyen, ce serait de sortir du cadre des institutions, donc de la démocratie bourgeoise. Donc là, il y a deux options. C'est soit une dictature, c'est l'URSS. Parce que si tu as trois courants pour le socialisme, tu as trois options. C'est soit tu acceptes le cadre institutionnel de la démocratie bourgeoise et ses règles, ça mène à l'échec. On l'a vu avec Léon Blum, il a fait une pause dans ses réformes dès 1937. On l'a vu avec Mitterrand, échec. Maduro et Chavez au Venezuela, gros échec, on l'a vu. Hassania en Espagne, avec la Seconde République en 1931, gros échec. N'importe quel parti, il y en a eu des dizaines qui ont eu le pouvoir à un moment donné, aux social-démocrates, aux socialistes ou même communistes. À chaque fois qu'ils prennent le pouvoir, échec. Au Népal, là, c'est un parti marxiste-léniniste qui a gagné il y a 2 ans. Ils ont fait quoi? Rien. Voilà. Au Portugal, actuellement, le Parti communiste, il fait partie du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Rien. Donc, les petites réformes qui vont être enlevées dans 15 ans, 10 ans. Donc, cette voie-là, efficace, échec. Tu as une deuxième voie, c'est l'option totalitaire. Alors là, oui, tu arrives du coup à maintenir une politique orientée de classe, on peut dire, puisque tu n'acceptes plus les règles du jeu institutionnel et le cadre de la démocratie bourgeoise, donc les riches, ils n'ont plus de pouvoir, on va dire, de fait, quoi. Donc le problème, c'est que c'est l'État qui, après, pour sa propre survie, substitue la classe dirigeante, donc c'est l'État qui devient oppresseur. Un État absolu. On le voit dans tous les pays communistes, c'est pareil. Je suis désolé, que ce soit l'Union soviétique, que ce soit Cuba, que ce soit la Chine, que ce soit la Corée du Nord, ça fait des systèmes dégénérés, des dictatures. Bien sûr. Alors, moi, les bandeurs de Staline de Twitter, je suis désolé, mais ça ne me convainc pas. Moi, l'URSS,
non, voilà, Ok. ça me dit rien, je veux pas une dictature pour la France. Donc l'État devient oppresseur, l'État interdit les grèves. Quand il y a des grèves, comme ça remet en cause le seul pouvoir qu'il y a, qui est l'État, ça menace son intégrité, donc l'État va frapper du grévisme, hein, c'est ce qu'il faisait dans les régimes communistes de l'Est. Bien sûr. L'État va empêcher la formation de syndicats qui ne sont pas pro-État. Ils vont empêcher un discours qui remet en cause sa politique, donc pas de liberté d'expression, pas de liberté d'association, pas de liberté de grève, pas de liberté de manifestation. Donc en fait, la classe bourgeoise est remplacée par une autre classe dominante qui est l'État. Donc là, Bakounine avait raison sur Marx. Mhm. Et la troisième voie, c'est la révolution, donc un socialisme de type libertaire, c'est-à-dire ni l'État, ni la bourgeoisie, ni le cadre réformiste dans les institutions bourgeoises, ni la dictature, mais la démocratie directe, la base, le peuple Ouais. organisé. Et c'est ce modèle que je défends moi et auquel je Ok. crois, qui est la vraie démocratie. Et alors, déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de dire. C'est vraiment extrêmement intéressant. Vraiment, ça va m'aider énormément. Et du coup, par exemple, pour cette démocratie directe, pareil, c'est quelque chose dont on avait beaucoup parlé mercredi. Est-ce que le tirage au sort, du coup, pourrait être un mode de représentation qui pourrait permettre cette démocratie directe, en substitution à l'élection, du coup? Ouais, donc, ça, c'est les thèmes de Étienne Chouard un peu. C'est ça. Hum, tirage au sort pour élire un président, mais moi, je veux pas de Alors, président. pas forcément un Je veux pas d'État. président, hein. Ça peut être, par exemple, bon, si on était resté dans un cadre un peu de démocratie libérale, qu'on n'est pas obligé de laisser, mais que ce soit un tirage au sort pour des comités ou des collèges de ministères sur, par exemple, un ministère de l'enseignement, au lieu de prendre un mec complètement hors sol, on prend 20 enseignants qui connaissent leur travail, qui sont plutôt répartis de manière géographique et ensemble vont décider une politique. C'était plutôt cette idée-là parce que oui, le président, on s'en fout, mais ce soit plutôt qu'on essaye dans les différents corps de métier, eh ben, tirer au sort des gens compétents. Et si on doit avoir Pour une moi, assemblée du peuple, la démocratie directe, elle peut marcher que dans un cadre socialiste économique. oui, Dans un cadre capitaliste, elle est vouée à oui, l'échec aussi. bien sûr. Impossible. Parce qu'un mec qui va dire, regarde le capitaliste, je fais une démocratie directe et les élus sont payés 1200. Un élu qui est payé 1200, il va être beaucoup plus Bien sûr. facile à corrompre que. Ouais. Voilà. Et ça ne peut pas marcher. Donc, pour moi, la démocratie, déjà, peut marcher que dans un cadre d'économie socialiste. Et l'économie socialiste, c'est rien d'autre que la démocratie appliquée à l'économie, à l'entreprise. Donc, déjà, de une. Et de deux, donc, pour moi, c'est pas. Moi, le tirage au sort, c'est pas. Je sais pas. Non, non, mais il n'y a pas de. C'est T'inquiète pas pas, un truc hein. que je suis fan. Moi, je suis plus pour le fédéralisme libertaire. Ok. Donc, c'est-à-dire que c'est une pyramide qui part d'en bas pour aller en haut. Donc, t'auras des comités. Enfin, dans chaque quartier, tu aurais des réunions sur des thèmes. Donc, Mhm, dans chaque quartier, les gens vont discuter. Ensuite, les réunions de chaque quartier d'une même ville, mhm. ça fait tu prends la majorité, donc ça fait la Ouais, décision ouais. de la ville. Toutes les villes d'une même région, ça fait la décision régionale. Et puis donc, tu pars de la plus petite échelle pour arriver à l'échelle nationale, voire internationale, si tu as un fédéralisme Ok. au niveau européen. Mais ce n'est pas un fédéralisme Non, comme mais bien il y a sûr. actuellement en Allemagne. C'est un Oui. fédéralisme libertaire. C'est-à-dire C'est-à-dire, c'est pas un que, État. ouais, ouais. On garde une C'est-à-dire, identité tu pars locale. de l'échelle la plus locale Ouais. pour aller à la plus large échelle au niveau national. Ok, ok. Donc, pour moi, c'est ça. C'est le modèle, en fait, de fonctionnement de la CNT, par exemple. En Mhm. interne, ça fonctionne comme ça. Ok. Chaque syndicat, donc, je sais pas, tu es dans une ville, donc dans ta ville, tu as une réunion tous les soirs, donc c'est là que tu vas discuter, il y aura une décision qui sera prise, et puis chaque ville d'une même région aura pris une décision. Cet ensemble de décisions, ça fera la décision de la région, Mhm. puis ensuite à l'échelle voilà, nationale, internationale. Donc pour moi, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Après, des fois, il faut déléguer des gens, faire des Ouais. comités, parce que tu peux pas tout décider tout le temps par vote avec des discussions. Oui, des fois, il y a des trucs, par exemple, une crise sanitaire, une gestion d'une crise Ouais. sanitaire. Là, oui, pourquoi pas. Euh, mais alors, il faudrait que les mecs qui soient dans ce comité soient révocables à tout moment, mandatés, Mhm. et dans un cadre d'économie socialiste, donc avec un salaire qui garderait leur salaire de base, pas plus Mhm. haut, Ouais, ouais. un salaire médian, et dans ce cas, révocable à tout moment. Ok. Et S'il y a des élus, ça doit être des élus révocables à tout moment. ok, ok. Je comprends. Et donc, c'est très intéressant, mais comment on pourrait arriver à mettre ce système en place? Parce que le vote tel qu'il est actuellement ne permettrait pas de, on va dire, complètement changer le système de la démocratie libérale.
Et comment on arriverait à ce nouveau système donc de démocratie directe dans socialiste? Est-ce que du coup, en termes d'alternative, le seul moyen, ce serait la révolution ou le coup d'État? Alors, le coup d'État, non, parce que Coup c'est le d'État, non. bolchevique. Le coup d'État, c'est remplacer un pouvoir par un autre. Et encore une fois, les bolcheviks, ils ont bien montré que la théorie marxiste de je prends le pouvoir pour ensuite le faire disparaître, ça n'existe pas. Ouais. Tu as le Oui, oui, pouvoir, non, bien au sûr. contraire, tu vas faire que le grossir, ton pouvoir. Donc, Oui, oui. non, c'est OK. la révolution. Mais C'est la révolution. je veux dire, ça paraît totalement utopique et tout, mais au Kurdistan, Mmh, actuellement, ça mais fait plus de 10 ans maintenant que le Kurdistan, il est gouverné de cette manière, hein. mmh, Les Kurdes, ils fonctionnent, il n'y a pas d'État, hein. Il n'y a pas de gouvernement au Kurdistan. C'est des millions de personnes quand même qui vivent sous ce ouais, régime ouais. depuis plus d'une décennie maintenant. Et c'est le confédéralisme démocratique, donc, avec des thèses municipalistes libertaires. Mmh. C'est le système que je suis en train de dire, hein, qui fonctionne Ah, c'est actuellement au Kurdistan. OK. Bah, Ça, OK. donc Mais, ça fonctionne quand même. Et il y a d'autres expériences historiques qui ont montré mmh le fonctionnement était possible. moi, je suis très, très intéressé par ça. Et est-ce que tu penses qu'actuellement, il y aurait des germes révolutionnaires en France? C'est-à-dire que ce serait possible, peut-être pas aujourd'hui, mais impossible de réformer, enfin, de réformer Alors, justement, non, de révolutionner, aujourd'hui, une révolution qui va instaurer vraiment une économie réellement socialiste, avec un système de confédéralisme démocratique et tout, non, je ne crois absolument pas mmh, aujourd'hui. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y avait une influence forte des idées proudhoniennes libertaires, même s'il n'y a pas ouais, l'étiquette. On ne sait même pas que c'est anarchiste. mmh, Mais on s'en oui, fout non, à la bien limite de sûr, l'étiquette anarchiste. Je m'en fous du drapeau noir, je m'en fous de l'étiquette. Moi, c'est les idées qui m'intéressent, c'est la pratique. bien sûr. Et dans la pratique, les Gilets jaunes, ils refusaient toute hiérarchie, tout représentant officiel, Mmh. tout leader. Dès qu'il y en avait un qui s'autoproclamait pour aller parler avec Macron, ils se faisaient harceler et ils ne le laissaient pas. Ils ont bien Ouais, raison. C'était le France. Il n'y avait pas un mec qui disait c'est lui le chef des Gilets jaunes. Ça n'existait pas. OK. Euh, Ensuite, leur revendication, c'était le RIC, donc un référendum d'initiative citoyenne, c'est complètement d'inspiration libertaire. C'était justement la révocation des élus. C'était des banques où tu peux, toi, des banques qui fonctionnent avec un système municipal, non, ni des banques privées, ni des banques d'État, mais des banques municipales et citoyennes avec élection de la direction. Tu vois, c'était une démocratie participative. C'était ça les idées quand même des Mmh. Gilets jaunes. Il y avait fortement ces idées-là. Ce qui manquait, je trouve, c'était les mêmes idées, mais au niveau économique. Là, il y avait des Oui. limites dans les revendications Gilets jaunes. Il y avait des revendications sociales pour les services publics, pour l'augmentation de salaire, pour le Mmh. pouvoir d'achat. Ils n'appliquaient pas cette logique assez loin de la démocratie au sein de l'économie. C'est-à-dire, dans une entreprise, parce que dans l'entreprise, je veux dire, si dans une entreprise, tu compares en système, le système qui fonctionne, c'est pire qu'une dictature, hein. Il y a Mmh. rien de démocratique. Bien sûr. Les mecs qui travaillent, ils n'ont aucun poids sur aucune décision, ils ne votent jamais, et tout est fait en secret dans leur dos par une poignée de mecs qui sont propriétaires de l'entreprise. C'est archaïque au possible, le système qu'on a dans Bien sûr. l'économie aujourd'hui, hein. Que ce soit les entreprises, que ce soit la banque, que ce soit tout le système économique, c'est comme ça, hein. C'est ultra, il n'y a rien de démocratique, hein. Il Mmh. y a- c'est incroyable d'ailleurs que avec une certaine conscience politique et civique qu'il y a en France actuellement, on soit aussi archaïque dans notre fonctionnement économique. Mmh. Euh, alors, du coup, pour répondre à ta question, je ne crois pas au changement révolutionnaire radical comme de la Révolution, mais Mmh. il aurait peut-être pu insuffler plus de démocratie dans l'économie, plus dans la politique, donc un petit pas Ouais. vers ce qui s'apparenterait à du socialisme démocratique confédéral et tout ça. Mmh. C'était un truc de cette inspiration-là. Mais OK. un changement là, ultra révolutionnaire, non, je ne crois pas. Ouais, je comprends. Même si, si on va dire le système politique et la politique menée par les élites continue, tout pourrait aller dans la même voie parce que, je veux dire Macron n'a pas vraiment changé sa politique et je pense que l'abstention va être toujours plus forte. Donc il y a forcément un moment où il y aura peut-être besoin de changements, Bah oui, l on l'a vu aux élections, que ce soit les européennes, que ce soit les municipales mmh, et tout, les claques d'abstention. Il y a des villes c'est où ça, ouais. le maire il s'est fait élire par 12% de Mmh, votants, quoi. c'est ça. C'est une énorme farce quand même. Et oui, oui, il y aura toujours plus d'abstention, mais la révolution, de toute façon, on n'est pas dans les conditions encore matérielles suffisantes. Bien sûr. La révolution, ça vient.
Le capitalisme, il est cyclique et ça n'est pas un système éternel. Comme tous les systèmes, Mm. il voue à disparaître. Il a des hauts, il a des bas. Et il y a un moment où, sous le poids de ses propres contradictions, il va créer des conditions matérielles qui vont faire germer une révolution. Je Ouais, pense que le système socialiste et démocratique direct sera produit par les propres contradictions du capitalisme, en fait. ok. Mais bon, voilà, on ne va pas spéculer sur quand ça pourrait arriver, c'est pas trop le but. Mais du coup, ok, Ouais, l'alternative, donc ce serait la révolution, ce que je suis plutôt d'accord. Et alors, parce qu'aussi, il faut savoir que vu que c'est un dossier à rendre pour Sciences Po, Sciences Po, ils n'aiment pas trop la révolution, forcément, ils sont très attachés à leur démocratie libérale. Donc, on s'est concerté pour j'imagine. proposer des solutions, on va dire. Parce que voilà, on s'est dit que c'était intéressant de proposer des solutions peut-être pour faire revenir les gens au vote ou changer le vote. Donc, évidemment, tu réponds en étant totalement transparent, hein. Si tu ne crois pas du tout à ce que je dis, et d'ailleurs, j'y crois pas spécialement non Alors, plus. pour moi, les solutions, c'est pas le vote, mais au lieu de parler de vote, on devrait plutôt parler de participation citoyenne à la vie politique du pays. Ok. Mhm. Alors là, pour moi, il y a des solutions. C'est pas le vote qu'on nous balance dans les dents. Allez, va voter tous les 5 ans, puis après, tu fermes ta gueule. Ouais, Mais par exemple, c'est l'adhésion en masse dans des syndicats. ouais, Ça, pour moi, c'est essentiel. Et ça fait que le prolétaire devient acteur et peut générer du changement dans la vie politique, et sociale et économique du pays. Et ça, c'est vu historiquement, on l'a vu, hein. C'est d'ailleurs les seuls changements qu'on a eu à ce niveau-là, c'est grâce à la participation populaire ouais. aux organisations syndicales, hein, que ce soit. C'est pas Léon Blum qui a donné gratos les congés payés, c'est pas vrai, hein, c'est parce qu'il y avait des grèves. Mm. Ouais, Et que Léon Blum a dit, comme comité de gauche, il a dit aux grévistes, ok, mais s'il y avait eu Léon Blum à ce moment-là au pouvoir, mais qu'il n'y avait pas eu les grèves, on n'aurait pas eu les congés payés, hein. ok. Donc c'est les grèves de la CGT de l'époque, tous ces trucs pareils, hein, Mitterrand, les sélections de programme, c'était parce qu'il y avait un énorme mouvement syndical qui faisait pression derrière et Mm. donc il se disait, je vais mettre ses électeurs dans la poche, hein. Si aujourd'hui la gauche elle est ce qu'elle est, c'est parce qu'il n'y a plus d'organisation syndicale de masse Ouais, revendicative, donc on ne propose rien d'intéressant. ok. Mais si tu veux, c'est un lobby populaire, le syndicat, c'est un lobby ouvrier, hein, qui Ouais, pèse dans la politique et qui permet des changements civiques et une participation et de régénérer la vie civique public. Ouais, ouais, je pense. ok. Et du coup, dans cette même veine, bah, le référendum d'initiative citoyenne, ça pourrait rentrer aussi, du coup. Enfin, cette revendication des Gilets C'est jaunes c'est pourrait vrai, être un moyen. les Gilets jaunes, pour moi, c'était très républicain dans ce Ouais, sens-là, hein. C'était clairement un mouvement que les citoyens voulaient être acteurs de la politique et de la vie publique, hein. Donc c'est très démocratique, hein. Ils n'ont ok. pas à avoir peur de ça. C'est de la politique à Sciences Po. Politique, c'est la gestion de la cité. Les Gilets jaunes, c'est tout ce qu'ils demandaient, justement, c'était Mm, gérer leur cité, gérer leur pays, hein. bien sûr. Et est-ce que tu penses que, c'est pareil, c'est beaucoup débattu, hein, la prise en compte du vote blanc ou de l'abstention dans les résultats des élections et dans le cas où il y aurait, on va dire, 50% d'abstentionnistes ou de vote blanc, il y aurait rebattage des cartes et réélection. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une solution, du coup, pour peut-être réintéresser les gens? Alors, une solution, non. Alors, moi, ça me ferait marrer, mais ça ne serait pas une solution. On va rien solutionner, ça ne va D'accord. pas me changer ma vie, moi. Tu vois. Ouais, 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 je Je suis vais d'accord. continuer à travailler autant avec un salaire de merde s'il compte le vote blanc, mais ça Ouais, serait drôle, voilà, de voir les ok. gueules juste quand ils verraient le vote blanc. Ouais, non, j'entends bien. Par contre, une solution, ça serait que l'expropriation des médias qui appartiennent à 9 familles Ouais. et que ça soit sous contrôle citoyen. Mm, Ça serait avec ouais. que les directeurs de tous les médias, ils soient élus par les citoyens, irrévocables, qu'il y ait une transparence, qu'on puisse dire, ah ben là, tu as mal fait ça, ben on t'enlève toi, on en met un autre, ça, c'est pas Mm, comme ça, qu'il y ait une participation citoyenne dans la gestion des médias, puisque ok. c'est ce qu'on bouffe à longueur de journée, la majorité, donc c'est la majorité de le gérer. Ok, mais ça, c'est très intéressant. Et est-ce que ça peut rejoindre cette idée que potentiellement, si on part une expropriation des médias et du coup, ça pourrait mettre en place un programme culturel qui pourrait être plus positif aux médias, où c'est pas signé à la logique de la rentabilité et du spectacle à outrance, voilà, du fait divers, etc. Si d'un coup, c'est plutôt voilà, fait pour le peuple et par le peuple, est-ce que ça permettrait pas du coup une élévation culturelle, entre guillemets, qui permettrait aux citoyens d'avoir plus les moyens, certainement, de penser les choses, penser les réformes, penser les changements? Alors si, carrément, et d'ailleurs, c'est comme ça n'arrivera jamais, parce que les capitalistes ne se laisseront jamais exproprier gentiment, ça n'existe pas non plus, Bien sûr. ça n'arrivera jamais, mais Internet, c'est un peu ça, hein, finalement, Ouais. c'est pour ça que depuis l'apparition d'Internet, finalement, les youtubeurs, les gilets jaunes,
Ouais. c'est beaucoup des gens qui sont instruits politiquement avec YouTube, Mmh. avec des vidéos d'Étienne Chouard, des trucs de Juan Branco, plein de trucs différents, hein. Certains avec Asselineau, d'autres avec Soral ou quoi. Mais après, au début, tu tombes sur des trucs. Ouais, il y en a plein, on va pas le Ouais, dire, c'est ouais. une vérité. Ouais, moi Il y aussi, en ouais. a plein qui ont commencé avec Alain Soral. Après, ils ont peut-être pris un recul. Ils se disent, bon, lui, il dit de la merde beaucoup, c'est un antisémite, machin. Puis ils sont allés creuser d'autres trucs. Mmh. Finalement, on en voit plein, des petits jeunes là sur Twitter, là, les Charles. Ah, là, ça, c'est des gamins, ils ont commencé avec Soral. Puis après, ils ont appris, tu vois, ils sont intéressés au Parti Bien communiste, sûr, enfin, plein de trucs. bien sûr. Donc, c'est un peu une révolution, Internet, parce que oui, c'est un média qui, pour l'instant, mais ils font de plus en plus pour que ça soit le Ouais, contraire, mais jusqu'à encore aujourd'hui, entre les mains du peuple, où le peuple lui-même peut créer du contenu. Donc le créateur, le producteur et le consommateur, ça reste le peuple. Maintenant, ils mettent des pubs partout, des ouais. algorithmes, ils font tout de la censure, ils font tout pour l'enlever, parce qu'ils ont vu qu'en Espagne, le mouvement des indignés, c'est pareil, hein, ça c'est venu Mmh. des réseaux sociaux, Internet, hein. Ouais. Et ça a mobilisé en masse, ça a politisé en masse. Et ça élève la conscience citoyenne, OK, mais OK. massivement. Et ça fait peur. Ça fait Mmh. peur. Et c'est pour ça que, encore une fois, il y a l'État qui vient foutre ses potes dedans. C'est toujours deux trucs qui corrompent tout, c'est l'État et le fric, l'État et le Oui. capital. Et OK. Internet, on voit que le fric, il est partout parce que maintenant, les grands réseaux, ça appartient à des entreprises, ils font ce qu'ils veulent. Par exemple, même si moi, j'aime pas Trump, ils peuvent se permettre de censurer un Ouais, président comme ils l'ont fait avec Trump. C'est un truc de fou qu'une bien sûr. multinationale elle coupe la parole d'un chef d'État. Mmh. Ouais, ouais. Euh, et donc, tu as les entreprises, ils foutent leur pub, ils foutent de la rentabilité sur YouTube, la logique du fric. Et tu as l'État qui vient, qui va faire du fichage, de la censure, du contrôle. Donc, Mmh. c'est toujours l'alliance État et capital qui viennent niquer tout ce qu'il y a, tout ce qui peut produire de la conscience civique. OK. Et Ouais, qui bah, menace donc les ordres d'intérêt. OK, bah, c'est très intéressant et C'est un peu le but des classes virtuelles, hein. le but OK. Le but de l'État aux mains, on va dire, ouais, ouais, oui, Ah, aux mais mains c'est d'une clairement, il y a une bourgeoisie, lutte des classes dans la gestion ouais, d'Internet, il y a une lutte des classes, mais on ouais, le ouais. voit, mais t'es clair, hein, si tu as Mmh. les yeux ouverts, tu vois. OK, OK et peut-être pour revenir plus sur toi, parce que je t'ai entendu parler, on va dire, d'auteurs, plutôt anarchistes et cetera. Hem, on en parlait aussi, mercredi dans l'autre entretien. Pour en arriver à être, on va dire, entre guillemets, «opposé au vote» et à penser toutes ces choses, il y a nécessairement une politisation et toi, comment elle est advenue cette politisation, cette, élévation culturelle? Est-ce que c'est familial? Quels livres, enfin, est-ce que ça vient d'ouvrages? Est-ce que ça vient d'événements, d'adhésion à certains mouvements syndicalistes et cetera? Pour en arriver là, quoi? Alors moi, je me suis politisé en 2008, j'avais 14 ans. OK. Et bah, alors moi, non, moi, c'est totalement par hasard. En fait, j'étais en cours d'espagnol Mmh. et on a regardé un film sur la guerre d'Espagne. Et OK. dans le film, il mentionnait tout le temps la CNT, la CNT. Moi, je savais pas ce que c'était du tout. Alors, Mmh. je savais juste que mon grand-père était dedans, mais je savais pas ce que c'était. Mmh. Et du coup, j'avais parlé à mon grand-père, je dis, ah, il parle de la CNT tout le temps et tout, c'est quoi? J'ai commencé à lui poser des questions. Mes parents ni mes grands-parents n'ont jamais parlé politique de ma vie. Mmh. Ils ont jamais essayé de m'influencer ou quoi, m'ont jamais parlé politique de ma vie. Et au fur et à mesure, du coup, j'ai commencé à me parler. Du coup, il m'a parlé de l'anarchisme. Il m'a dit, ouais, je dis, c'est Mmh. quoi? Il me dit, c'est un système, il n'y a pas d'État. Et moi, je dis, mais comment c'est possible sans État? C'est impossible et tout. Et du coup, je posais des questions. Il me répondait. Je dis, ah ouais, putain. Et du coup, après, je suis allé m'informer parce que ça m'intriguait, tu vois, ça Mmh. m'intéressait. Et là, c'est là que j'ai vu les idées anarchistes, elles m'ont plu. Et j'ai commencé, les premiers livres que j'ai lus, du coup, c'était Malatesta, Entre les Campesinos, j'ai lu. OK. C'est Dialogue entre paysans, je crois, en français, il s'appelle. Mmh. Après, j'ai lu Bakounine, Dieu et l'État, c'est le premier bouquin que j'ai lu. J'ai lu dans les tout premiers, hein, j'ai Mmh. lu Bien sûr. ouais, voilà, j'ai lu du Rudolf Rucker, j'ai lu que La Conquête du pain, Kropotkin, La morale anarchiste, Kropotkin. Après, j'ai lu des trucs de Louise Michel, des trucs enfin, je me suis intéressé après, du coup, forcément, à la Révolution espagnole. Et là, voilà, Mmh. au fur et à mesure, entre ça et puis les discussions avec mon grand-père, et les lectures, vu des documentaires, des textes. Puis après, j'ai commencé à militer dans la vie réelle. Ouais. Et c'est vrai que ouais, petit à petit, je me suis instruit, quoi. OK et bon, on en a un peu parlé, mais du coup, pour en arriver réellement à un changement de système, tu penses que et ça peut être, ce qui peut recouper avec, ce qu'on a déduit mercredi, il y a nécessairement besoin d'une politisation forte et d'un capital culturel? Ouais. Et bon, pour revenir toujours au même thème, tu me le dis par contre si je suis trop long. Ah non, 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 t'inquiète pas, vraiment. Ouais. Faire une petite ouais.
Pour revenir toujours au même thème, parce que pour moi, c'est la plus grande réalisation démocratique qu'il y a eu au monde, Mhm. la plus grande révolution, la plus développée qu'il y a eu de système socialiste et libertaire, c'est en Espagne. Et en Espagne, les anarchistes, la révolution n'est pas tombée du ciel. Ouais. Il y a 80 ans derrière de travail culturel où les associations, les syndicats, ils ont créé des athénées, des librairies, ils ont alphabétisé les gens dans les syndicats, Ouais. ils ont appris à lire. Ils ont des centaines d'athénées libertaires dans les quartiers ouvriers où ils ont apporté la culture à la classe ouvrière espagnole et il y a Mm. eu un travail d'éducation qui a duré plus de 80 ans Ouais. avant que la révolution éclate. S'il n'y avait pas eu ce travail d'éducation des masses durant 80 ans, il n'y aurait pas eu la révolution, ça n'aurait pas, il y aurait Ouais. pas eu ça, enfin, ça n'aurait pas été comme ça. Ok. Ça, c'est sûr. Donc oui, il faut un travail d'éducation pédagogique des masses et une conscience Ouais. politique, une conscience de classe. Alors, le 90% ou la majorité de la population, c'est sûrement impossible, mais il faut qu'il y ait une énorme part de la Ok. population qui ait une conscience élevée politique et de classe. Ça, c'est sûr. Ok. Et dans le système vraiment actuel, si on ne change rien, ça te paraît vraiment compliqué d'arriver à ça, même si Internet pouvait sembler être un vecteur, et on voit de plus en plus que bah, c'est Ah, contrôlé. ouais, si. Ouais, c'est contrôlé, mais bon, il y a Oui, comme c'est ça. possible. On peut toujours créer du contenu. Donc, aujourd'hui, tu as plein d'outils. Tu as, Internet avec les réseaux sociaux. Moi, je le fais à ma petite échelle de merde sur Twitter, mais il y a souvent des gens, moi, ça me fait plaisir, vraiment, ça me fait plaisir quand je vois plein de gens en message privé qui me Ouais, disaient: Salut, j'ai commencé à m'intéresser aux idées anarchistes en te mm, lisant et tout. Est-ce que tu peux me recommander des livres, des films à voir, des trucs, bien des sûr. textes, des articles?» Et ça, j'en ai eu des dizaines et des Ouais, dizaines et des ouais, dizaines qui sont venus. Donc, même si c'est à ma petite échelle, dans mon canapé, je fais trois tweets des fois à moitié humoristiques et tout, bah, ça quand même, c'est à ma petite échelle, si on est 100 à le faire, bah, ça fait peut-être bien sûr. 1000 personnes qui vont s'intéresser à l'anarchisme. C'est déjà Mhm. pas mal. Ouais, non, Donc, mais tu as les réseaux sociaux, tu as Facebook qui a permis de politiser beaucoup de gens, tu mm, as, Twitter, tu as YouTube, tu peux faire des blogs, des sites. Donc, il y a Internet comme outil de pédagogie populaire. mhm, Donc, ensuite, tu as toujours des associations politiques et syndicales qui existent dans la vie de tous les jours bien sûr. et qui participent à cette éducation politique. Mhm. Donc, on a des outils, donc c'est pas infaisable. Ok. Bah, bien d'accord. Et bon, on va finir sur deux questions assez faciles, on va dire, parce que ça fait déjà pas mal de temps et tu m'as apporté beaucoup d'infos, donc c'est très bien. Enfin, ça me fait très plaisir. Euh, c'est une question sur quelle est ton opinion, on va dire, sur l'état du marché de l'offre électorale, de l'offre politique actuelle. C'est-à-dire si tu étais obligé, entre guillemets, de voter et que tu voyais toutes les propositions qu'il y avait, on va dire dans la moyenne, hein, pas forcément les tout petits partis, quel est ton ressenti face à ça? Est-ce que tu te sens désemparé? Enfin, est-ce que voilà, tu trouves qu'il n'y a Alors, rien ou intéressé? Voilà. non, franchement, je trouve qu'en France, c'est pas trop dégueu, on va dire. Enfin, Mhm, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, c'était en 2008. Il venait d'y avoir l'élection de 2007. mhm. Et je me rappelle, t'avais PS et UMP, c'est tout, hein. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, t'avais le Front National vite fait, mais je veux dire, c'est tout. Ouais, Et c'était déprimant. ouais, bien sûr. Et franchement, on l'aime pas, je l'aime pas spécialement, j'en ai rien à foutre, je roule pas pour lui, je vais pas voter pour lui, j'en ai rien à foutre. Mais on peut pas enlever le fait que Mélenchon a mis certaines idées, certains trucs Mm, dans le débat public depuis 2012, quand il s'est présenté avec le Front de gauche et tout, et a rapporté quand même un peu d'élévation dans le débat mm, sur certaines questions. Moi, je me rappelle, j'ai bandé quand j'ai vu qu'il avait réussi à rassembler 100 000 personnes avec des drapeaux rouges place de la Bastille en 2012 mm. pour les élections, où ça chantait l'international, où ça Ouais. parlait, des fois, il parlait ouvertement, enfin, il parlait de la lutte des classes, même si après son programme, on en pense qu'on veut, si c'est la lutte des classes ou Ah oui, pas, oui, mais non, mais il posait certaines questions, il pointait certaines choses, c'était intéressant. Donc, dans l'offre politique actuelle en France, je trouve qu'il y a, c'est dégueu, mais c'est pas trop dégueu par ok. rapport à 2007, par exemple, ça va encore. Et on a Mm, tout, on a des trotskistes, on a des Mélenchon, mm. enfin, il y a vraiment, il y a de quoi voilà, réfléchir au moins un minimum. Et si le vote était obligatoire aujourd'hui, que j'avais vraiment pas le choix, je voterais lutte ouvrière, moi. Ok, ok, ok. Donc, parce que je sais enfin, on en parle souvent dans mon entourage. Il y a cette idée qu'en 2017, il y avait deux gros partis qui avaient mis des idées sur la table, qui étaient FN
France Insoumise, du coup, qui étaient deux partis, on va dire, plutôt souverainistes, qui pouvaient être plutôt intéressants Ouais. pour, entre guillemets, des électeurs de gauche. Mais est-ce qu'en 2022, il n'y a pas une idée d'un recentrage? Parce que Mélenchon, il est un peu opaque, on va dire, sur ce qu'il pense de l'Europe maintenant, et Marine Le Pen, elle a complètement abandonné, même si de toute façon, Marine Le Pen, je pense qu'elle commence à décliner énormément, mais elle aussi, elle a complètement abandonné un peu cette vision souverainiste. Donc, est-ce que en 2022, il n'y a pas un recentrage limite et en plus que Mélenchon s'est peut-être perdu dans certaines thèses, qui fait il fait moins consensus à gauche. Voilà, Ouais, alors Mélenchon, moi je trouve qu'il a vrillé, c'est sur la question laïque. ouais, Enfin, c'est un politicien, donc il est électoraliste. Donc, il a vu qu'il n'a pas eu le vote ouvrier, puis il s'est dit, il me faut ces 600 000 voix, donc il est allé chercher les musulmans, mais du coup, il a perdu une partie de ses votes. ouais. Enfin bon, un bordel. Et bon, sur la question laïque, moi, je préférais sa ligne d'avant, plus laïcarde à l'ancienne, tu vois. Ouais. Maintenant, je trouve trop tolérant vis-à-vis des revendications d'une espèce d'islam politique. Enfin, moi, ça me plaît Mmh. pas, voilà. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, par contre, je peux pas nier qu'il met, par exemple, c'est le seul qui parle de planification économique. Ça, Ouais. je peux pas le nier, je peux pas l'enlever, tu vois. Donc, ça reste intéressant. Non, C'est non, le mais bien seul sûr. qui met cette question dans le débat. Il parle de planification économique. Il parle de salaire maximum. Putain de concept, en vrai. Mmh. Il évoque des questions, il soulève des thèmes intéressants sur ce OK, OK. point-là. Par contre, sur les questions européennes, ouais, on a eu un recentrage. Enfin, Mmh. la petite parenthèse eurosceptique qui avait commencé en 2008 avec la crise de subprimes et qui s'accentuait en 2012 avec la crise de la dette et puis tout ce s'était passé en Grèce. Ça s'est un peu refermé et on est passé sur des thèmes identitaires à droite ou à gauche. À Ouais, gauche, bien l'identitarisme de sûr. genre, l'identitarisme de genre, de race, de toutes leurs conneries, la postmoderne, woke. Et Mmh. à droite, l'identitarisme blanc, catholique, enfin, Bien sûr. des identitarismes à la con, Ouais, des questions culturelles, voilà. et tu Donc, penses ouais, il y a eu un changement de. que cette ligne, politique, ça mène beaucoup de gens à se désintéresser de l'élection? Pas forcément à se dépolitiser, mais à être abstentionniste, quoi, enfin. Alors, je pense que les délires identitaires et culturels et ce qu'ils aux États-Unis ils appellent les identity politiques, hein, politique identitaire, Mmh. ça politise une partie de la jeunesse Oui, petite bourgeoise et bien sûr. urbaine. Ça, il n'y a aucun doute. Parce que c'est hyper facile, quoi. Ah, ben Ouais, moi, je suis femme, donc machin. Ah, ben moi, je suis gay, donc machin. Ah, ben moi, je suis racisé par mon père, donc du coup, tu vois, voilà. mmh, Mais par contre, ça fait chier le prolo, quoi. Il en a rien ouais. à foutre. Bah, Tu vas dans les gens, ils savent même pas ce que ça veut dire, un genre, tu vois. Quand on dit, c'est pas le sexe, c'est le genre. Va dans mon usine, demande-lui ce que c'est le genre, il sait pas ce que c'est le ouais, genre, bien tu vois. sûr. Et OK. c'est quoi ça, Mmh, Et non, ça fait chier les gens parce que c'est pas leur problème, en fait. Tu bien vois, sûr. dans les préoccupations principales des Français, c'est le pouvoir d'achat. Mmh, Ensuite, tu as le chômage, enfin, voilà, ils en ont rien à foutre des communautarismes différents et des petites identités narcissiques individuelles qui se battent entre elles bien sûr. et qui font la compétition entre elles. Non, moi je suis plus opprimé, non, c'est moi. Tu vois, ils en ont rien à Mmh, foutre, les gens de ça. bien sûr, et en plus, dans cette bataille des idées, on va dire, la droite est aujourd'hui plus attractive que ce que la gauche propose d'un point de vue identitaire. Bon, après, dans les 2 cas, je considère que c'est de la grosse merde, hein, mais quand on est Euh, quelqu'un en France, c'est beaucoup plus bah, simple. en fait, oui, c'est évident puisque la gauche, l'identitarisme de la gauche, c'est de l'identitarisme de minorité. Mmh, Et l'identitarisme de la droite, c'est l'identitarisme de la majorité. C'est-à-dire la droite, elle va se revendiquer, moi je suis pour les hétérosexuels blancs français. Bon, en mmh, fait, c'est la masse. La majorité des Français, des travailleurs, c'est des hétéros blancs, tu vois. c'est sûr. La gauche, ils vont mettre en opposition le blanc, le patriarcat, l'homme blanc hétéro, le méchant, contre les pauvres minorités opprimées. Bien C'est sûr. débile. Ouais, ouais, Parce que les deux, ils opposent. Alors que non, le prolétariat, il y a des minorités, mais je veux dire, il n'y a pas opposé les minorités avec la majorité. Il n'y a pas bien sûr. opposé l'homme blanc hétérosexuel français avec le gay noir, euh, je sais pas, trans ou j'en sais Mmh. rien, je m'en fous, tu vois. Il n'y a pas à opposer ces deux identités. C'est pour ça, moi, je préfère qu'on parle de classe. Là, du coup, tu n'en as rien à foutre si l'autre, ce qu'il fait dans son lit ou ses Bien sûr. origines, j'en ai rien à cirer. Et du coup, c'est là où tu vois que le blanc, il va être avec des intérêts en commun avec l'arabe, avec le noir, avec le musulman, avec le catho, avec le juif, Mmh. quoi, avec le gay, avec tout ce que tu veux. La grande masse, quoi, c'est les intérêts de classe. Là où ils se bouffent de la gueule entre ouvriers, ouais, mais toi, tu manges cachère, toi.
tu manges halal, moi, machin, moi, je mange du cochon, c'est mon cochon, là, tu devrais manger du cochon à Ramadan. Ils se bouffent la gueule sur des questions de merde. Et alors qu'en fait, si tu leur parles d'intérêts socio-économiques, ils vont se mettre ensemble parce qu'ils bien vont sûr. vite voir qu'ils ont des intérêts en commun. Ouais, Et on le voit, hein, on le voit concrètement dans la réalité. Hein. Quand tu mm, parles de questions sociales, là, t'as l'arabe qui va commencer à être d'accord et puis ils vont tous être d'accord, tu vois, pour parler de pouvoir d'achat. Donc c'est marrant. bien sûr. Ok, La ok. gestion, on voit les dividendes versés aux actionnaires, c'est l'intérêt de qui? L'évasion Ouais, fiscale. Donc la télé, il profite de cet identitarisme pour. C'est de la déviation. Hein. ouais, C'est comme les bien sujets sûr. sociétaux, hein, c'est de la Ouais, ouais, déviation. C'est des sujets qui dévient. François Hollande, il a utilisé la question du mariage pour tous pour cacher le fait qu'il n'avait aucune politique sociale de bien gauche. sûr. Bien sûr, bien Et sûr. du coup, ah, bah, je suis de gauche. Du coup, tu te places, là, je suis de gauche. Et il a créé un faux débat et tout, alors qu'en fait, il était en train d'enculer tout le monde et de voter le pacte de responsabilité. Bien sûr. Où il a versé des milliards aux entreprises. Et, bah, enfin, voilà. Ok. Donc, Donc peut-être voilà. une des solutions pour que ça fasse bien à Sciences Po, pour peut-être réintéresser les gens dans les élections, c'est peut-être retrouver un vrai clivage gauche-droite où tu aurais De à classe. droite voilà, un vrai clivage de classe. Moi, le gauche-droite, j'en ai rien à foutre. Parce Oui, oui, que non, mais en plus, mais bon, moi, c'est la pour gauche, Sciences Po, ça, j'en ai tu vois, rien à c'est cirer. Ah non, c'est un clivage de classe. C'est ok, classe un contre clivage de classe. C'est pas classe. Ouais, ouais, gauche-droite. oui. Mais du coup, il Ah, faudrait classe. Parce que enfin, le patron qui m'exploite, ça se trouve, il est de gauche dans le sens, pas oui, économique, mais dans bien le sûr. sens où il est libéral Oui, culturellement, oui, il est très ouvert, il est très gentil, il n'aime pas le catholicisme, il est très laïque. Mais je m'en fous, puisqu'il s'en met plein les poches, oui, oui, non, il se nourrit des prix de mon travail, et enfin, son intérêt, c'est de toujours me faire régresser dans mes droits pour que lui gagne plus. Donc, j'en ai rien à oui, foutre qu'il soit de gauche, le mec, et qu'il soit végétarien ou lesbienne, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est classe contre classe. ok, ok. Ouais, mais Et ça, même si c'est dans ma classe, il y a des mecs qui sont des gros viandards, qui tiennent des propos homophobes parce qu'ils sont un peu maladroits, machin. J'en ai rien à foutre, c'est ma classe et on a les mêmes intérêts. ouais, Et ouais, j'ai plus d'intérêt avec ces mecs-là qu'avec le patron vegan et trans. Tu vois. bien Voilà. sûr. Ok, ok. Mais c'est ce C'est que classe je. contre classe. C'est pas gauche-droite, c'est classe Ok, ok. contre classe, pour Mais moi. oui, non, mais c'est ce que je voulais dire, entre guillemets, parce que pour moi, un mec de gauche libéral, c'est pas un mec de gauche, quoi. C'est juste un mec Oui, oui, d'accord, là, centriste. oui, on va être d'accord. Tu vois, voilà. Oui, si on met bon, gauche, ouais. Voilà, c'était juste cette idée de reprendre des vrais sujets et que, bah, voilà, on se rempart de ce clivage de classe Ouais, ouais. qui pourrait du coup peut-être réintéresser les gens, même si on revenait vraiment sur cette idée d'un clivage de classe, il y aurait Bah, peut-être moins bah, on l'a d'intérêt vu, encore une au. fois, on l'a vu, avec les Gilets jaunes, c'était une forme de lutte des Mm, classes. C'est ça qui a fait s'intéresser des gens, bien sûr. des gens du peuple à la politique et pas des petits bourgeois jeunes urbains, mais vraiment des prolos de base. C'est ça qui les a fait s'intéresser. Comme en Ouais, Espagne, le mouvement des indignés, las mareas ciudadanas et tout ça, c'est ça qui a fait s'intéresser les gens à la politique à l'époque. C'est des questions de classe, des trucs qui concernent vraiment les gens, tout le monde, mm, les masses, quoi, les gens qui travaillent, les producteurs, qui sont les 90% de ce pays. ok. Mais ok, bah, Voilà. très bien. Et juste peut-être pour finir, une petite prophétie, hein, parce que bon, c'est sur le thème, on va dire, de mon dossier. Est-ce que tu penses que pour l'élection présidentielle de 2022, il y aura une abstention qui va être très forte et surtout une abstention contestataire, on va dire? Bah, en vrai, il va y avoir de l'abstention comme d'hab, mais après, bon, les Français, ils votent quand même beaucoup au présidentiel. Ouais, Et bien sûr. donc, je pense pas que l'abstention, elle sera oufissime. Tu vois. On sera sur un 81% de participation comme d'hab, quoi, je Mhm. pense. Ça, ouais. Mais je pense qu'on verra encore le clivage de classe dans le vote. Ok. Mais par Je exemple, sais pas comment il se traduire encore, mais on verra qu'il y aura un clivage de classe. parce Je que. saurais pas te dire encore Ouais, comment il va se traduire, mais on le verra, je pense. ok, ok. Il y aura un clivage territorial aussi. Ouais, oui, ça va. Très Donc, bon, qui est en mais même temps, le clivage de classe et territorial, il va ils se ensemble. recoupent, ouais, c'est sûr. Mais parce que dans l'optique d'un second tour, bon, Macron-Zemmour qui se profile de plus en plus, est-ce que cette Ouais, injonction, on va dire, au barrage à la haine marcherait, enfin, comment dire, pourrait ouais, marcher je pense que en 2022, quoi? Peut-être que les gens de gauche, enfin, on va dire, entre guillemets, de gauche, là, ils vont se dire, bon, vas-y, je vais pas voter. Enfin, de toute façon, dans les deux cas, je me fais baiser. Donc, est-ce que ce serait pas un moyen? Parce que c'est bon, l'épouvantail, là, de l'extrême droite, je pense que les gens, est-ce que ça marche encore aujourd'hui, quoi? justement, je pense qu'avec Marine Le Pen au deuxième tour, ça aurait plus marché parce qu'en fait, Ouais, Marine, elle fait plus peur à personne, personne la prend au sérieux, tout le monde s'en branle, on l'a vu, ouais, enfin voilà quoi. Mais Zemmour, il fait plus peur parce qu'il est il ouais, fait plus le buzz, il est plus provocateur, bien sûr. et puis les médias, là, ils font tout pour. Donc, je pense que du coup, beaucoup de gens vont retomber dans cette paire ouais, du fascisme et tout. Donc, il y a moyen que Macron, il repasse. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Oui, moi, je pense aussi. Mais Voilà. Mais ok. moi, je n'irai pas voter parce que Oui, non, moi non plus.
Entre la peste et le choléra. Ouais, on est bien d'accord. Est-ce que Biden il fait une politique différente de Trump aux États-Unis? Non. Pourtant, il nous avait vendu Trump comme le Zemmour américain. Et Biden, bon, c'est un gentil America is back. Et ouais, d'accord. Voilà, on a vu quoi. Ouais, ouais. Ok. Eh ben, moi, tout ce que j'avais à te poser comme question, je les ai posés. Donc, je pense que j'ai tout. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.